Je dis mes droits face à l'État. 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 Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la Tribune des droits de l'homme. Un numéro entièrement consacré à la première partie des journées portes ouvertes de la Commission nationale des droits de l'homme, dédiée à l'exposition des textes sur la protection des droits humains en vigueur en République du Congo. Madame, Monsieur, vous vous en doutez, ces journées portes ouvertes qui visent de façon générale à promouvoir la connaissance des textes portant sur la protection des droits humains en vigueur en République du Congo a été lancée le 6 décembre dernier par le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Antoine Malonga, représentant Valère Gabriel Etekayeme, président de cette institution. Dans quelques jours, précisément le 10 décembre, la communauté internationale va célébrer le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme reste, 73 ans après, l'incarnation des valeurs universelles qui transcendent les cultures, les nations et les régions et proclament les droits inaliénables auxquels tous les êtres humains ont intrinsèquement droit en tant qu'êtres humains. Par ailleurs, cette déclaration est aujourd'hui le texte le plus traduit au monde. La méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Or, l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. À cet effet, il est important que les peuples, les nations et les institutions nationales et internationales aient une conception commune des droits et libertés. Pour ce faire, l'Assemblée générale des Nations unies recommande, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que, je cite, « tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective. » En République du Congo, eu égard à cette recommandation de l'Assemblée générale des Nations unies, la Commission nationale des droits de l'homme a reçu, pour entre autres missions, de entreprendre des actions de sensibilisation sur les droits de l'homme à l'intention du plus large public, élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux droits de l'homme, encourager l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, mettre en œuvre ou proposer au pouvoir public des activités et des programmes susceptibles de renforcer la promotion
la connaissance des droits de l'homme au sein de la société congolaise. Fin de citation. Pour accomplir ces missions, la Commission nationale des droits de l'homme s'est dotée d'un centre de documentation sur les droits de l'homme. Bien qu'encore embryonnaire, ce centre a commencé, avec les moyens de bord, à jouer son rôle et à accomplir ses missions, notamment élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux droits de l'homme. C'est ainsi qu'avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, ce centre de documentation sur les droits de l'homme a organisé la présente exposition sur les textes de protection des droits de l'homme en vigueur en République du Congo. Cette exposition vise un objectif global, à savoir promouvoir la connaissance par le plus large public des textes de protection des droits de l'homme en vigueur en République du Congo. Elle s'est fixée en outre des objectifs spécifiques suivants. Renforcer les capacités des citoyens et des citoyennes à défendre en connaissance de cause et par eux-mêmes leurs droits et libertés. Élargir la visibilité de la CNDH dans la société congolaise. Mieux défendre les droits de l'homme dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Au nom du président de la CNDH, M. Valère Gabriel Iteka Yeme, je déclare ouverte l'exposition des textes de protection des droits de l'homme en vigueur en République du Congo. Juste après cette allocution d'ouverture, tous les participants ont été conviés à visiter les stands où sont exposés les textes qui portent sur la protection des droits humains en République du Congo. Après cette visite, place à présent aux conférences débats. La première porte sur un aperçu général des textes internationaux et nationaux sur la protection des droits humains, les textes en vigueur en République du Congo. L'animateur de cette conférence débat, c'est le président de la sous-commission questions internationales, Ruben Adouki. La Maison des droits de l'homme comprend 9 conventions internationales que nous pouvons classifier ou discriminer en 2 catégories. Parmi ces 9 conventions, vous avez 4 conventions qui concernent l'ensemble des catégories de la diversité humaine. Et vous avez 5 autres qui ne concernent que certaines catégories de la société. Les femmes,
les enfants, les handicapés et les travailleurs migrants. Alors, dans une première partie, nous allons voir les textes internationaux de portée générale qui concernent, eh bien, toutes les catégories sociales. Ces textes aussi, nous pouvons les classer en deux catégories. Vous avez les instruments socles et vous avez d'autres instruments qui prolongent les instruments socles. Parmi les instruments socles, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voilà les conventions socles, pour ne pas dire tous les droits de l'homme. Tout le reste n'est qu'application catégorielle dans les différentes catégories. Ce sont ces trois instruments-là qu'on applique aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, aux travailleurs migrants et aux peuples autochtones. Alors, que contient la Déclaration universelle des droits de l'homme? Cette déclaration expose l'ensemble de tous les droits civils et les droits politiques. Au titre des droits civils, on trouve le principe d'égalité, le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, la présomption d'innocence, le droit de se défendre et d'être entendu, la protection de la vie privée, la liberté d'aller et de venir, le droit de fonder une famille, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de prendre part aux activités publiques. Au titre des droits économiques, sociaux et culturels, qui ont pour but d'assurer à chacun la satisfaction de ses besoins de base, conditions favorables à son épanouissement, on y trouve le droit de propriété, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à l'éducation, au travail, à une rémunération juste et équitable, la liberté syndicale, le droit à la sécurité sociale, le droit à la santé, le droit de prendre part à la vie culturelle. Ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire innés. Personne ne peut en être privé. Ils sont indépendants, c'est-à-dire liés, ils ont la même valeur. Ces droits sont universels, ils s'appliquent partout dans le monde. Donc, la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme et les deux pactes constituent le socle, même la Charte internationale, eh bien, des droits de l'homme. À côté, vous avez, je vous disais, d'autres instruments de portée générale, mais qui prolongent les dispositions des instruments socles. Vous avez la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, qui prolonge l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez la Convention contre la torture et autres traitements cruels et dégradants qui complètent là aussi l'article 5 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Convention elle-même a également, la Convention contre la torture a également un protocole facultatif, mais dont la nature n'a rien à voir à un protocole. C'est une convention à part entière. Alors, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Cette convention a été adoptée en 1965. Elle est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Les États condamnant la discrimination raciale se sont engagés dans cette convention à poursuivre par tous les moyens appropriés sans retard
une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre les races. À cette fin, elle fait obligation à chaque État de ne pas se livrer à aucun acte ou pratique discriminatoire raciale contre des personnes ou groupes de personnes ou institutions, de ne pas encourager, défendre ou soutenir la discrimination raciale pratiquée par un État, une organisation ou une personne quelconque. Par contre, au titre des prescriptions, cette convention engage chaque État à favoriser les organisations et les mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens à éliminer les barrières entre les races et décourager ce qui tend à renforcer la division sociale. Enfin, cette convention offre aux victimes les voies de recours devant les tribunaux pour les violations. Nous passons aux instruments de portée, je dis spécifique ou catégorielle, qui concernent les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap et les travailleurs migrants. Alors, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1919, elle est entrée en vigueur le 9 septembre 1981. Cette Convention comprend 6 parties. Dans la première partie, les États condamnent les discriminations. Ils sont tenus donc d'inscrire dans leur constitution le principe de l'égalité femmes-hommes, prévoir des sanctions, abroger les législations discriminatoires, modifier les schémas et les modèles de comportement socio-culturels. Dans la deuxième partie, la Convention engage les États à prendre des mesures en faveur des femmes, à éliminer les discriminations dans le domaine de la vie politique et publique, donc garantir les droits politiques. Dans la troisième partie, la Convention fait obligation aux États d'assurer l'égalité des droits dans le domaine de la vie économique, l'éducation, l'emploi, la santé et la sécurité sociale. Enfin, la quatrième partie, la Convention engage les États à garantir l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi. Les 2 autres parties sont réservées aux questions de ratification, d'adhésion et autres. Au niveau national, nous pouvons les discriminer de la même manière. Vous avez les instruments de portée générale et vous avez aussi les instruments de portée catégorielle. 3 types d'instruments au plan interne sont de portée générale. Vous avez la Constitution du 15 octobre 2015, le Code pénal, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés. Alors, la Constitution est l'acte fondateur de l'État, sinon l'acte de naissance de tout État. Son objet, c'est d'organiser le fonctionnement des pouvoirs publics. Or, ce qui est singulier, remarquable et caractéristique là, c'est que cette tâche est relayée au second plan. Les premiers mots de la Constitution, sont réservés aux droits de l'homme. La profession de foi du peuple congolais réservée aux droits de l'homme, je cite, « Le peuple congolais déclare partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés du 29 mai 1991. Tous les textes nationaux et internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits de l'homme. Vous voyez que la Constitution elle-même crée un régime particulier par rapport aux autres instruments, en imprimant un caractère constitutionnel aux instruments de droits de l'homme, alors que les autres instruments
n'ont qu'une valeur supérieure à la loi. Or, les instruments de droits de l'homme que je viens ont une valeur constitutionnelle. Ça ne s'arrête pas là. Eh bien, quand on rentre dans le corpus même de la Constitution, le titre 2, qui vient juste après le titre 1, relatif à la forme de l'État, donc à la souveraineté de l'État, eh bien le titre 2 est consacré aux droits et libertés. Là encore, dans ce titre 2, eh bien, la Constitution reprend mot pour mot les 30 articles de la Déclaration Déclaration universelle des droits de l'homme. On reprend mot pour mot les droits et libertés énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme. On ne s'arrête pas là. Vous verrez que ce sous-titre a 49 articles. Donc, en y ajoutant 19 autres articles qui ne sont autres que les dispositions pertinentes des différentes conventions catégorielles. Deuxième instrument de portée générale, c'est le Code pénal. Le Code pénal est l'instrument national qui prévoit des incriminations et des sanctions. Nous sommes en droit pénal. Je ne sais pas, cher maître nous dira, si le juge, dans le silence ou dans l'insuffisance de la loi, peut toujours juger sous peine de délit de justice. Je ne pense pas. Là, eh bien, il faut obligatoirement que le Code ait prévu l'infraction et la sanction correspondante. Vous avez deux types d'infractions. Il y a des infractions qui sont prescriptibles. Au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus. Et vous avez d'autres infractions qui sont imprescriptibles. Quand elles sont commises, eh bien, jusqu'à ce que la personne meure, eh bien, quelle que soit la durée, 100 ans après, on peut toujours poursuivre la personne qui a commis ces infractions. Et parmi ces infractions, vous avez les infractions de violation des droits de l'homme, notamment crime contre l'humanité, le génocide, crime d'agression, ainsi de suite. Alors, le Code pénal prévoit 3 types de sanctions. Vous avez des sanctions financières, les amendes. Attention, faites attention, les amendes sont versées au trésor. Vous êtes violé, les amendes, oui, c'est versé au trésor. Il faut se constituer partie civile pour être indemnisé, l'indemnisation civile. Vous avez des sanctions, je peux appeler corporelles, je ne sais pas si c'est le bon mot, puisque c'est des travaux forcés. Et enfin, vous avez des sanctions corporelles, et vous avez les travaux forcés, et vous avez l'emprisonnement qui peut être à durée déterminée comme à durée indéterminée, qu'on appelle en termes juridiques la réclusion perpétuelle. Bien, comme autre instrument, c'est la Charte de l'unité nationale et des droits et libertés, qui n'est autre qu'une reproduction des droits économiques, des droits civils, économiques et politiques. Il n'y a pas grand-chose à dire là. Alors, je passe maintenant au dernier volet, c'est les instruments nationaux de portée spécifique ou catégorielle. Nous avons la première loi qui est la loi 09-92 du 12 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée. Cette loi prévoit des aides spéciales et avantages aux personnes handicapées. Elle institue une carte d'invalidité, un fonds d'aide de soutien au programme de réadaptation et une journée nationale pour les personnes handicapées. Cette loi prévoit également un traitement particulier pour les enfants élèves
et étudiants handicapés. La deuxième loi, c'est la loi 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Cette loi réaffirme le droit à la santé au travail des personnes vivant avec le VIH, ainsi que l'obligation de l'État, des associations subventionnées et de la famille de les protéger et de les assister, ainsi que les groupes vulnérables à risque. Cette loi qui met l'accent sur la prévention proscrit toute stigmatisation et discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Elle érige la transmission intentionnelle de VIH en crime. Toute transmission du VIH à autrui est un crime passible de sanctions prévues par la loi. Nous avons comme autre loi catégorielle la loi numéro 05-2011 du 25 juin 2011 portant protection des droits des peuples autochtones. Cette loi est la première en Afrique. Elle reprend mot pour mot la convention de l'OIT sur les peuples autochtones et cette loi nous honore. Parce que nous sommes, je pense que sur ce point, au monde, nous avons des leçons à donner au monde. Cette loi garantit aux populations autochtones des droits, on en revient, civils et politiques. Les droits économiques, les droits socio-culturels, droit à l'éducation, à la santé, à la propriété, au travail et à un environnement sain. Cette loi a fait l'objet d'une application par 7 décrets qui, respectivement, portent mesures spéciales d'octroi des pièces d'état civil aux populations autochtones, déterminent les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones, fixe les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique, précise les mesures spéciales visant à faciliter l'accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée, fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel de suivi et d'évaluation de la promotion et de la protection des droits des peuples autochtones, porte mesures spéciales facilitant l'accès des enfants autochtones à l'éducation et des adultes à l'alphabétisation. Comme autre texte catégoriel, nous avons la loi numéro 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes. Par traite des personnes, la loi entend tout recrutement, transport, hébergement ou accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation des paiements ou des avantages pour obtenir un consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Cette loi prévoit comme incrimination l'exploitation par le travail, l'exploitation sexuelle, le mariage forcé ou civil, l'utilisation et le rôlement des enfants dans les conflits armés, l'exploitation par la mendicité, l'exploitation par le prélèvement des organes ou des tissus humains, l'utilisation de la personne pour réaliser les activités illicites des crimes, y compris le trafic et la production des drogues. Les sanctions prévues pour ces différentes incriminations vont des travaux forcés à la perpétuité. Enfin, dernier texte catégoriel, la loi numéro 4-2010 du 4 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Cette loi fixe les droits et les devoirs de l'enfant, protège l'enfant contre
les violences, la négligence, la maltraitance et l'exploitation. Elle interdit l'emploi précoce, les pires formes de travail et toute autre activité mettant en péril la santé physique ou mentale de l'enfant. Elle prévoit là aussi des sanctions aux atteintes faites aux enfants qui vont des travaux forcés à la perpétuité. Madame, Monsieur, nous voici au terme de ce numéro de la Tribune des droits de l'homme, un numéro qui a été consacré à la première partie des journées portes ouvertes de la Commission nationale des droits de l'homme, consacré essentiellement à l'exposition des textes portant sur la protection des droits humains au Congo. Prochainement, nous allons poursuivre avec ces journées portes ouvertes. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Télé Congo.